Yo. Bonne année, oui, bonne année 2023 les gars, premier stream 2023. Et mais je suis en France les gars, est-ce que vous vous rappelez ou pas de toute l'année 2021, tous les streams qu'on a fait à l'année 2021, quand la connexion ne marchait pas, c'était un enfer. Et là j'ai peur que ça fasse pareil, du coup j'ai rien mis sur Twitter, j'attends de voir si ça marchait déjà. Toujours le petit pull artefact, exact. Et c'est ce que j'ai bien le goût aussi les gars, c'est revenir à Malte. On revient à Malte avec Alan en avril 2023 du coup. Et j'ai trop le goût de reprendre les lives là, remettre mon bon setup et faire des bons lives, ça va être cool aussi. Prochaine destination, ouais c'est Thaïlande du coup, attendez, mardi, je suis en train de me dire, c'est sur combien de temps? J'allais dire une semaine, mais même pas en fait, dans 4 jours, le 17. Bon on va aller voir le graphique un peu. On va aller voir les graphiques, comme vous pouvez voir, regardez ça, oh là là, on me fait des nouveaux plus hauts sur nouveaux plus hauts. Mais personnellement, ça me fait un peu peur quand je vois ce genre de graphique. En fait, si vous êtes là depuis quelques temps quand même, vous savez que quand on voit ce genre de graphique, enfin en tout cas en daily, c'est bien parce que du coup ça fait un break, c'est bien pour une tendance qui se relance. Le problème, c'est toujours pareil, rappelez-vous en daily quand ça commence à être bien parabolique, il y a forcément un moment où on va retracer. Après c'est pour effectuer un pullback, c'est pour prolonger la tendance haussière, en fait il faut de toute façon des retracements, c'est obligé. Si c'est retracement, là c'est un petit retracement daily, c'est pas gênant en fait. Là par contre, vous allez voir au niveau des volumes profile, je vais vous montrer un tweet que j'ai fait cet après-midi qui est intéressant. On a des volumes profile qui ressortent de fou, hop ici. Vous voyez, entre les 18 et les 20 000, on voit pas bien, entre les 18 et les 20 000 ici, c'est ce que je vous ai expliqué l'autre jour en vidéo, c'est un retracement sur le ruban là qu'on a, où en fait on fait un truc dans ce style, paf on monte, et puis on redescend tranquillement, et on vient chercher le ruban qui remonte pour s'appuyer dessus, puis continuer à monter. C'est souvent ce qu'on a fait dans le passé, on le voit très bien ici, paf, on casse, on revient tester le ruban. On avait pareil en 2019 quand on avait fini notre bear market, en fait on avait cassé ça à la hausse, et puis ouais après on avait pu s'appuyer sur le ruban tranquillement, ça avait pris un peu de temps, et ça c'est le mieux quoi, parce que si on monte tout droit, au bout d'un moment, plus en fait on va monter droit verticalement comme ça, plus le retracement aussi à court terme il va être violent, c'est toujours la même chose, c'est un peu comme un élastique qu'on tend, et puis quand on le lâche, plus on l'a tendu, plus quand il lâche ça fait mal. Ça fait plaisir un peu de VR, franchement, il n'y a rien de fou, hein. Ça monte un peu 10-15% sur le gun, c'est pas exceptionnel, mais avoir du VR au bout de un an de baisse, ça fait tellement plaisir. En spot, j'ai un peu rechargé, j'avais mis 50 000 $ là de recharge en octobre et j'ai remis 50 000 $ là récemment, c'est quand c'était une semaine. C'était une semaine juste avant que ça pète, j'ai vraiment le bon timing en vrai, j'ai eu un peu de chance. Après, c'est pas vraiment de la chance parce que j'avais commencé à recharger avant, c'est-à-dire que par exemple mon ETH, je l'ai acheté à 1200 $ et pas à 1004 comme il était il y a une semaine, enfin 1003. Et BNB pareil, je l'ai acheté à 230, je crois 32. Je félicite pour ta recharge au moment opportun, bravo, tu es un exemple. Merci, il va quand même de là être un exemple. On essaye de faire au mieux. Ouais, c'est vrai que là, les recharges, je me suis pas trop mal. En fait, moi, j'ai remarqué que je suis plutôt bon pour rentrer, pour acheter. Mais après, pour vendre, c'est plus dur quand même. En général, pour vendre, je galère beaucoup plus. Parce que vu que je suis un peu un éternel optimiste des cryptos, j'ai quand même plus de mal à vendre que d'acheter. J'ai vraiment, franchement, mes points d'entrée à chaque fois, ils sont vraiment bons. En 2018, pour le bear market et tout, j'ai acheté vraiment de très bons points. Pareil pour le Corona et tout. Même là, franchement, j'ai fait des bons points. Bons points d'entrée, 1200 sur le TH, 200 $ sur BNB et tout, c'est bien, 230. Mais 80% en fait de ce qui va vous rapporter de l'argent, c'est pas savoir bien acheter, mais c'est savoir vendre au bon moment, c'est ça le plus important. Tu es rentré avec combien d'argent en 2019? Oula, 2019, moi je suis rentré pour la première fois en 2017. Enfin avec mon argent en 2018 parce que j'étais mineur avant. J'ai rentré avec ma propre argent en 2018, mais en 2017 j'avais déjà de l'argent dans les cryptos parce que je me démerdais avec des faussettes et tout, je faisais des sondages et tout pour avoir des cryptos gratuitement. Mais alors en 2019, combien j'avais? Je devais avoir, je pense j'étais en dessous de 10 000. Ouais, j'étais en dessous de 10 000, c'est sûr. Et j'ai atteint, je m'en souviens, avant que le bull run Islande, j'avais atteint 14 000 $ d'investissement dans les cryptos. 14 000 € d'investissement dans les cryptos. Mais c'était plus vers le Corona, quoi. Vers 2020, ouais. 2019, je vais avoir moins de 10 000. Je pense que 2019, je vais avoir 8 000, 9 000, un truc comme ça. Mais c'est parce que si j'avais pris la perf qu'on avait fait en 2019. C'est-à-dire qu'au bear market, pendant le bear market, en fait, de 2018, tout en bas, j'avais à peine 2-3 000 €. Sauf que vu que le Bitcoin, il était monté, il y avait plein d'altcoins qui étaient montés, j'avais pu récupérer de l'argent, c'était cool. Voilà, chute de $. Et le dollar, il chute, regardez. C'est plus en weekly, faut regarder. Hop, et la résistance qu'on a ici. Rappelez-vous, parce que là, on a quand même une grosse résistance, hein, un gros support plutôt. Oui, on a un gros support où en fait c'était une résistance. Avant, on est venu à tester une fois, deux fois, paf, une troisième fois, on arrive à la percer. Et là, du coup, on revient tester. Et ce qui serait incroyable, moi personnellement, je veux que le dollar monte. Pourquoi? Parce que si on a un dollar qui monte durant 2023, et ben on aura un Bitcoin qui, voilà, va pas forcément exploser, qui va faire une perte de cumulation, où il peut monter, mais il peut à la fois descendre, mais il va pas partir en bull run. Et au moins, si le dollar il remonte, il peut aller nous chercher un double top là, ou une divergence baissière, un truc dans ce style, vers 2024. Regardez ça. Si il monte tranquillement. Alors là, j'ai pris un peu pentu, mais voilà, imaginons, dans le meilleur des cas, il rebondit là sur son support, il arrive à monter, ok, et il monte progressivement, hop, il revient ici. Qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver vers son top, vous voyez, vers 2024, le temps qu'il monte. Et donc, après, on va commencer à descendre, et en fait, quand il va commencer à descendre, vous voyez, on arrive vers mars, avril 2024. Et du coup, on va arriver au halving du Bitcoin. Et du coup, s'il commence à descendre le dollar fortement ici, et il casse tout, il nous fait un truc comme ça, et il descend de tout ça, en plus de ça, on a le halving du Bitcoin, on aura tous les ingrédients pour avoir un beau bull run. On arrive en 2024, on a le halving.
Et on a déjà le Bitcoin qui a bien monté. Il se passe quoi du coup Parce que en fait au final ce qu'on a vécu un peu en 2019, et j'ai envie de dire heureusement qu'on a eu Corona, parce que ça nous a permis de redescendre bien fort pour avoir un beau bull run derrière. Parce qu'imaginez on avait poursuivi notre temps, ce qu'on a fait en 2019 sur le Bitcoin, quand on est remonté à 14 000 $, on aurait poursuivi comme ça, on serait arrivé à 20 000 $ au halving, mais au final on n'aurait pas eu un bull run exceptionnel. Le Corona peut-être est à jouer aussi pour ça. Direct à la cave, ouais, c'est une bonne question. Moi je suis pas trop pour que le dollar il descende à fond là actuellement. Ouais, pas trop. Hein. Tout fait du plus de 50%. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo d'hier, je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros ce que j'expliquais c'est comme d'habitude, rappelez-vous, ça fait un entonnoir et ça se déverse en fait. Au niveau du market cap, souvent en fait tout l'argent qu'on a des pommes dans ce style, ça va sur Bitcoin. On le voit actuellement avec la Bitcoin dominance qui monte à court terme là sur les 2 derniers jours. Et après progressivement en fait ça découle sur les altcoins. Donc quand la liquidité tombe sur Bitcoin, ensuite ça tombe sur ETH, ça tombe sur les gros altcoins, BNB, tout ça. Puis petit à petit ça va chercher le top 50, top 100, top 500, top 1000. Et puis c'est pour ça qu'à la fin des bull runs, on a souvent le pump des shitcoins en fait. Et ce processus-là qu'on trouve sur un bull run entier, en fait au début du bull run, c'est Bitcoin qui a un pump, ensuite les gros altcoins, puis les petits altcoins, puis à la fin les shitcoins. On le retrouve aussi sur les petites phases de tendance haussière en daily. En gros en 2015, vous voyez, on a eu notre longue phase de bear market où on est en train de mourir dans cette phase-là lente et chiante au niveau du bear. Ça a duré quasi un an, 274 jours, et on a fini notre phase de capitulation. Moi j'appelle ça la phase de capitulation, parce qu'en fait, le bear market, ça c'est pas vraiment la phase de bear market. La phase de bear market, elle commence ici. La phase de bear market, elle commence ici, et elle finit ici. Mais la phase de capitulation, elle commence ici, elle finit là, quoi. C'est vraiment la dernière zone. Et elle a commencé là, et vous voyez, elle a fini avec le break qu'on a eu ici. Et le break qu'on a eu ici, ben voilà, on peut l'estimer par là, où en gros, ouais, on est progressivement, et là réellement, on a eu le break de la tendance baissière quoi, du bear market. Et en général, c'est souvent rythmé par une cassure d'une trend. Et voilà, effectivement, regardez, ça correspond trop bien. En weekly, ça correspond trop bien. Vous voyez, on avait cette trend là, tac, 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 et là, paf, on a pu la casser, et ça a validé notre fin de bear market. 2018, même truc 2018. On a eu notre première trend, hop, ici, qui a été à peu près similaire à celle de 2015 qu'on a break. Elle pareil très très propre. Et après, alors j'ai mis une autre traîne parce que pour moi elle est très importante, c'est celle-là. Parce que elle c'est la traîne qui nous a validé plus ou moins le bear market, vous voyez, où hop, on la touche ici, on la retouche ici. Et vous voyez que là on arrive à la casser. Et regardez comme c'est propre. On la casse, on fait un pullback et là paf, pull run. Ultra propre. Et là du coup, la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on a notre bougie de break ici? C'est pas impossible. C'est-à-dire que là, on a eu tout notre bear market. La phase de capitulation à partir de ici, de FTX, ouais même on peut prendre ici. Ah je sais pas si on prend d'ici ou ici, c'est une bonne question. Jusqu'au break qu'on a éventuellement ici. Et la trend, je veux voir si ça marche. Ok, pas encore. Ouais. Pour moi, la trend, elle n'est pas encore cassée en weekly. Il va falloir encore attendre. Et qu'on ait un truc en weekly qui fait comme ça et qui casse cette trend avec beaucoup de verts, en fait, des grosses bougies vertes bien pleines, des bougies vertes pleines, comme on a eu à chaque cassure, pour valider de la fin du bear market. Et pour moi, là, ce sera la fin du bear market. Comme on a eu, en fait, en 2019 ici et comme on a eu, paf, en 2015 ici. Après, le truc, c'est que, imaginez, bon, ça marche pas. On redescend. C'est pas grave parce que ouais, la trendline elle va se déplacer avec le temps et du coup, si on la casse pas là, bah on la cassera plus tard. Et du coup, si c'est pas maintenant, bah ce sera pour mars, ce sera pour dans 2-3 mois. Puis si c'est pas pour mars, ce sera pour avril et puis après, au bout d'un moment, il faudra bien la casser. J'ai loupé le train, prochain point d'entrée. Mais t'as pas loupé le train. Oh, t'inquiète pas, hein, le train tu l'as pas loupé. Hein. On est à 28% du point bas qu'on a fait pour l'instant. Je vais pas dire que c'est le point bas du market parce qu'on sait jamais, mais c'est le point bas qu'on a fait pour l'instant. Donc t'inquiète pas, hein, le train tu l'as pas loupé. Si par exemple on a un Bitcoin qui commence à péter son ancien TH à 70 000 ou même à 50 000, là ok, t'auras peut-être loupé une partie du train. Mais là pour l'instant, c'est pas parce qu'il a fait 10-15% depuis le dernier jour que t'as loupé le train. Hein. Si par exemple moi je suis pas rentré, alors je suis déjà rentré, mais imaginons que je suis pas rentré, qu'est-ce que je ferais? Je rentrerai déjà une première fois maintenant et après je garde de côté pour voir comment la situation évolue. Mais c'est jamais bon en fait de faire des all-in. Et par exemple, moi, les deux grosses recharges là, que j'ai fait sur les 3 derniers mois, j'en ai fait une en octobre et j'en ai refait une maintenant. Et j'ai regardé encore de côté du cash pour re-rentrer dans 2-3 mois s'il le faut. Et je suis pas rentré d'un seul coup en fait. En vrai, les plus gros poissons, je pense que je vais faire, c'est avec les private sale, hein, les ACO, les private sale, les trucs dans ce style. C'est plus avec des tokens qui sont même pas encore listés quoi. Et qui existent même pas encore aujourd'hui. YoCF a dit d'autres moyens d'entrer pour des ICO, private sale, seed, etc. mis à part avec ses contacts. Alors en fait, ICO, tu peux rentrer en tant que particulier. C'est ça l'avantage. ICO, tu peux rentrer en public, tu peux rentrer en tant que particulier, même si tu n'as aucun contact dans l'univers crypto, tu peux rentrer facilement en ICO. Alors ça dépend lesquels. Mais par exemple, l'année dernière, j'ai déjà présenté pas mal les ICO, on en a fait quand même quelques-unes, on a bien dû en faire une dizaine. Et moi j'en ai déjà fait en 2017, j'en ai fait en 2021, et là tu en auras d'autres qui vont arriver. Après les private sales, c'est plus compliqué. Moi j'ai la chance de pouvoir en faire, vu de la place que j'ai en fait avec les réseaux sociaux, tout ça. Ça me donne un bel avantage et ça c'est trop cool. Après, je pense que si tu vas sur des conférences, tu fais beaucoup de conférences, tu fais des contacts, au bout d'un moment tu pourras faire des private sales, c'est sûr. Après les seeds, c'est impossible.
Les sites, c'est très compliqué. Hein. Seed, je crois que j'en ai déjà fait une ou deux, mais c'était plus une pré-retail. Les sites, c'est très très compliqué parce que Seed, en fait, c'est plus les Binance, les gros trucs en fait qui vont rentrer dessus. Et ils vont soit rentrer avec 100 000, 500 000, 1 million d'euros quoi, dessus, avec beaucoup d'argent. Et les tokens, ils sont bloqués sur 3-4 ans, quoi. Donc c'est super long. Mais par contre, ils ont un prix de ouf. T'en penses quoi du Galéon? Bah, le Galéon, les gars, ils s'en sortent plutôt bien. Moi, j'aime bien le projet. Franchement, les influenceurs qui ont présenté le Galéon, je me mets dedans. C'est pas mal fait critiquer encore une fois, mais franchement ça va, je trouve le projet se déroule bien, continue à avancer, et surtout le token s'en sort plutôt bien, je trouve. Regardez, il est revenu alors à son ancien TH. Il nous a fait une perf intéressante là. Depuis les derniers mois, il a fait 70%. Il a commencé à monter depuis septembre 2022. Et regardez, la crash de FTX, il a pas trop connu, il a craché, mais direct après, il est remonté. Et il revient à son ancien TH, donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Regardez, c'est ça. Vous voyez, je suis tellement rentré tôt sur le Chiliz qu'au final, je suis grave en bénéf. Et je m'en souviens à l'époque, c'était fou parce que, en fait, ce graphique-là, je le voyais en énorme. Je me disais, waouh, là, je suis en weekly, les gars, hein, donc c'est une bougie égale une semaine. Je me disais, waouh, ça monte, c'est abusé, c'est hyper vertical et tout. Et après, en fait, quand on a eu 2021, non mais regardez ça, c'est terrible. Le graphique ici, en fait, il est ridicule, il est tout petit. Et du coup, moi, je suis rentré pas mal en septembre 2019. C'était suite à la vidéo de Asher, au final. Et septembre 2019, c'était vraiment le point bas du point bas. Ouais, c'était là, quoi. Je suis rentré ici, les gars. Franchement, je te dis, j'ai fait le meilleur coup possible. Je me suis gavé. Et si on regarde par rapport après, au top, c'est abusé. Septembre 2019, ici, jusqu'au top, ouais, c'est n'importe quoi. C'est un 200 000%. Combien? 200? J'arrive même pas à lire. 22 500%. Donc c'est ça, ça fait bien un fois 250. C'est abusé. Et j'ai jamais su combien. Bah, on peut regarder. Je pense que ça faisait 70 000 $ au plus haut parce que j'avais mis 350 $. 350, bah à l'époque j'avais pas de thune en 2019. 350 fois 250. Ouais, c'est ça, ça faisait un peu. J'avais prévu calculer 70 000. Je sais pas si vous vous rendez compte, mon investissement de 350 €, il est devenu 87 000 €. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais au top du bull run. Et forcément, au top du bull run, j'ai rien vendu. Je sais même pas si j'en ai vendu au fur et à mesure du Chiliz, je suis pas sûr. Mais aujourd'hui, je suis quand même bien, hein, parce que oui, on est quand même sur un 3000%, donc c'est un x30. Regardez, Chiliz USDT acheté, ça devait être ça, 51 centimes. 51 centimes, 51 centimes. Ouais, c'est ça, regardez, c'est bien ça. Je crois que c'est ça, c'est vers septembre ou octobre 2021. 51 centimes. Ouais, c'est ça, c'est ici. Je l'avais acheté ici, donc en octobre. Et j'avais dû acheter, ça doit être la deuxième recharge. La première recharge, je l'avais fait en septembre. Bref, voilà, je pense que ça, c'est un de mes plus beaux coups. Est-ce que le beacon a atteint les 20 000? Oh, je crois qu'on y est, les gars. Oh là là, je crois qu'on y est. Oh là 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 là, 10 Field, 950 $. 50 $. 20 000 $. 50 $, 20 000 $. Le retour des 20 000. Le retour des 20 000. Et français et via Malte. Ouais, exact. Le mec qui a créé Chiliz, c'est l'ancien mec qui a créé Winamax. C'est-à-dire le mec qui a créé Winamax. La partie de Winamax, il a créé Socios avec Chiliz. C'est ouf. Il s'appelle Alexandre Dreyfus. Il habite à Malte, exactement. Et je l'ai jamais vu, non, je l'ai pas croisé encore. Mais c'est possible que je le croise dans le futur. J'utilise toujours Stephen. Je n'ai jamais utilisé Stephen. Moi, j'ai jamais. Les gars, Stephen, j'en ai jamais parlé en vidéo. J'en ai jamais parlé en live. Je l'ai jamais utilisé. Alors, j'en ai déjà parlé rapidement, mais j'en ai jamais parlé pour donner ma propre expérience, si vous voulez. J'en ai parlé parce qu'il y avait Alan et il l'avait utilisé, ou il y avait Knut qui l'avait beaucoup utilisé à l'époque, Crypto Million. Mais moi, personnellement, j'ai jamais utilisé Stephen. Parce que, comme d'habitude, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai commencé à connaître Stephen. Pour moi, c'était déjà trop tard parce que j'ai vu que tout le monde gagne de l'argent facilement et tout. Et en fait, à chaque fois, ça finit pareil. Au final, je m'ai fait de pas y aller. Hardix se troll sur Ethereum. Ah oui, c'est vrai que Hardix, t'avais une position. T'avais fait une vidéo sur Ethereum aussi, je crois. Je sais plus où j'avais vu ça. Où t'étais moins fan, je crois. T'étais plus. Préfère un peu le BTC. C'est qu'il y a des. Il y a pas mal de choses qui sont pas forcément. Enfin, c'est différent en fait. C'est pas sont moins bien, mais je trouve que c'est très différent. Le Proof of Stake avec le Proof of Work, c'est deux idéologies différentes, je dirais. Pas moins fan, c'est très bien Ethereum. Par exemple, je peux faire une transaction et Joe Biden décide qu'elle passe pas. C'est trop bien. Regardez ce qui dit ça. C'est vrai que là-dessus. T'as pas tort du tout. Parce qu'au final, en fait, l'Ethereum, il va être beaucoup plus centralisé que Bitcoin, quoi, au niveau de tout ce qui est nœud, tout ça. C'est pas ça, je m'intéresse à moins par rapport à tout ça. Mais justement, je crois que il me semble que t'es passé chez Grand Angle, il me semble. Et j'avais vu une vidéo de Grand Angle où il y avait un mec qui parlait d'Ethereum, de tout ça, et il expliquait tout ça, c'était intéressant. Et c'est un des gros problèmes sur si tout fonctionne bien. C'est-à-dire que si on n'a pas de dérive au niveau de l'humain, on n'a pas d'entité comme Joe Biden ou comme un gouvernement qui veut mettre la main sur Ethereum, et ben il n'y aura pas de problème. Mais par contre, si on part du principe, on est max de décentralisation et le moins d'emprise en fait sur une crypto, c'est vrai que le Proof of Stake comme on l'a avec Ethereum, c'est pas le mieux quoi. Et un Proof of Work comme on a sur Bitcoin, c'est le top. Après c'est bien parce que tu vois, t'as des convictions et tu gardes tes convictions. Et en général, même si tu vois, genre il y a plein de choses à côté qui ont pété, t'as des Ethereum, des petits tokens et tout de merde qui vont exploser, qui peuvent faire énormément de multiplicateurs, et ben à long terme, tu sais, c'est pas forcément
là où tu vas réussir à garder ton argent et parfois avoir des convictions dans quelque chose, c'est au final là, à long terme, où tu vas être le plus gagnant. Et un très bon exemple de ça, c'est Warren Buffett. Les gars, Warren Buffett, sa règle numéro 1, c'est ne pas perdre d'argent sur le marché. Lui, c'est sa valeur la plus importante à ses yeux, quoi. C'est pas de faire des fois 1000 sur les shitcoins. Pour lui, le plus important, c'est garder son argent à long terme. Et si tu as la conviction que Bitcoin va marcher, que Bitcoin va persévérer dans le temps, et tu mises un peu là-dessus, et que tu changes pas d'avis, et tu vois, tu continues à développer cette conviction-là, bah en fait, à long terme, tu seras sûrement le plus gros gagnant, quoi. Solana, j'ai jamais été trop fan, hein. Jamais été trop fan. J'ai juste le fait que, en fait, il y a des problèmes niveau leur blockchain, que leur blockchain s'arrête parfois, plusieurs fois. Moi, ça déjà, ça me donne pas trop envie d'aller dessus. Solana a toujours été un scam du début à la fin. Ah, j'adore. Et les gars, moi je prends des pincettes. T'as vu, je me dis, ah, Solana, bon, ça va, c'est. Moi j'aime pas trop Solana, leur blockchain elle s'arrête et tout. Artiste qui arrive, paf, Solana c'est un scam. En vrai, c'est. Je sais pas si c'est un scam, mais bizarrement, il y avait personne pour le dire tant qu'ils organisaient des soirées open bar à Lisbonne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Solana c'est très très lié à FTX quand même. À tout ce qu'il y avait là. Il y avait plein de tokens, hein. Ouais, j'ai archi confiance en la tech, mais c'est la régulation qui me fait peur. Surtout en France, c'est compliqué. Aux États-Unis aussi, ça me fait un peu peur. Tu sais jamais comment ça réagir, suivant le président qui passe, le gouvernement et tout. Tu sais jamais. J'ai peur de Trump aussi qui repasse. Si Trump il repasse, en fait, il était plutôt contre les cryptos et j'ai peur qu'ils mettent une réglementation par rapport à ça. Si jamais il repasse, j'en sais rien. Compliqué. Mais en fait, mais non, ce qui est compliqué pour les États, c'est que ils ont mis des règles en place sur les cryptos. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à taxer le bénéfice sur les cryptos, tu commences à mettre des lois pour la régulation des cryptos, sur le PSAN, les trucs dans ce style. C'est très compliqué de bannir un actif que tu régules. Si on a une régulation qui se met, c'est toujours mieux qu'un bannissement, ok? Et si on a une régulation, on n'aura pas de bannissement derrière. Parce qu'en fait, un État ne peut pas réguler quelque chose et ensuite le bannir. Ça n'a pas de sens. Parce que le réguler veut dire indirectement qu'il confirme que, à leurs yeux, cet actif existe et qu'il a de la place dans la finance, quoi. Il a une place dans la finance. Je vais le laisser ici, j'espère que ça vous aura plu. Je vais peut-être faire un petit dernier live là avant de partir mardi. Parce que la connexion, ça crache qu'une fois, donc je me dis ça peut être pas mal. À voir. Je tiendrai courant sur Twitter. Ou sinon, les gars, soyez à l'affût. Parce que demain, les gars, on a la grosse vidéo 2022 qui sort. Elle a pris énormément de temps. On a zéro rentabilité dessus parce qu'elle sera démonétisée, parce que la musique derrière, elle ira pas. On a zéro partenariat dessus et zéro sponsor. Et elle a pris plus de 40 heures de travail dessus. Du coup, beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Bon, après, forcément, c'est rentabilisé avec d'autres sponsors que je fais à côté sur d'autres vidéos. Mais ça fait toujours plaisir si vous pouvez la pousser et tout, la push, la mettre en avant. Parce que c'est une vidéo qui tient à cœur et qui met beaucoup de temps à faire. Et du coup, c'est plus de monde qui le voit, mieux c'est. Et on peut remercier tous Alex aussi, parce que Alex, c'est lui qui s'est chargé de quasi tout le montage, quoi. Et ça demande beaucoup de travail. Je vais laisser là-dessus. On va dire qu'on aura passé les 20 000 $ en live. On va dire que c'est validé. Ciao.